Donc on a pu l'entendre, vous avez quand même tous les deux un univers plutôt qui est tourné vers des choses intimes aussi sur vous, plutôt mélancolique aussi quand même. Ethan, sur l'extrait qu'on a entendu, c'est un morceau qui s'appelle Mauvais signe. Tu parles notamment de violence au sein du couple, et il Ouais. me semble, en tout Ouais, cas. complètement, c'est ça. Et dans le teaser du son que tu avais posté sur Insta, tu prenais l'image d'un papillon qui prenait des coups pour introduire le thème. Toi, Rimsi, je me souviens d'une discussion sur un de tes textes. J'ai pas envie de trop spoiler ton concert, mais tu parles d'une ferme en train de brûler et tu me disais que c'était une métaphore, tu m'informais. Oui. Euh, Oui, la oui. première question, c'est toujours le shot le plus dur. Faut se préparer. Quand vous écrivez sur des thèmes qui sont pas évidents, qui sont intimes comme ça, est-ce que avant d'avoir une métaphore et quelque chose de poétique autour de votre thème, vous êtes entre guillemets obligé de passer par un moment d'exutoire où les mots sortent de manière brute pour exprimer un sentiment, ou est-ce que ça sort directement poétisé et mis en rap en quelque sorte? Là, en l'occurrence, pour le cas de Mauvais Signe, je sais que je pense que quand j'ai écrit, j'étais vraiment concernée encore par ce sujet et assez malheureuse. Tu vois, donc il y a tout un début de texte que j'ai gardé, mais il y a toute une suite sur laquelle je me suis tellement lâchée que par la suite, je me suis dit, ok, comment je le raconte sans me mettre trop en danger, parce que justement, c'était trop intime, trop direct et je pouvais pas l'assumer tel quel. Ouais. Moi, je crois que c'est que. Enfin, je pense que j'ai fait les deux. Et c'est avant, je faisais un peu un truc où je disais les choses cachées. Et maintenant, je dis les choses de manière plus brute et plus comme je les pense. Et du coup, enfin, du coup, le son dont tu parlais où la ferme a brûlé, enfin, je dis littéralement papa n'a pas pleuré, papy est mort. Et genre, c'est des phrases simples. Qu'avant, j'aurais jamais dit ça de manière aussi simple. Juste, je voulais justement le cacher pour genre le truc, il y avait que moi qui pouvais comprendre que je parlais de ça. Et genre, mais du coup, maintenant, je suis en mode non, mais j'ai envie de dire ça, je le dis de la manière la plus simple et la plus directe possible. Après, si je trouve une belle image, c'est aussi bien. Mais des fois, le dire de manière la plus brute, ça permet de vraiment dire le sentiment que j'ai et le libérer, le faire passer à l'auditeur aussi. C'est vrai que pour vous répondre à tous les deux, je vais essayer de gérer le fait qu'il y ait deux invités, c'est sport. Il y a aussi ce truc-là, j'imagine, c'est un texte que tu vas être amené à répéter plein de fois sur scène, en concert et tout, et comment ça te fait te sentir. Enfin, je parle pour tous les deux là, et aussi, il y a ces deux scènes-là aujourd'hui dans le rap. Là, je réagis à ce que tu dis, Rimsi. La dernière fois, il y avait Phil qui était là, qui prenait en exemple Isha. Isha, c'est un rappeur qui parfois va directement dans le brut, presque il n'y a pas de rime en fait. Et il y a ces deux. Est-ce que ces deux feelings-là vous parlent? Est-ce que une version poétisée, une version brute, ça vous parle tout autant, vous? Ouais, les deux me parlent. D'ailleurs, il y a un feat que j'aime beaucoup qui est entre Isha et Sheldon. Et je trouve que les deux sont un bon exemple de ces deux parties dans le rap. Un truc très poétisé et de l'autre côté, quelque chose d'assez brut et cash. C'est Top Boy ou? Ah ouais. Ouais, mais c'est un kickage incroyable. Ah oui, 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 clairement. Mais leur feat, pour le coup, est un kickage incroyable. Mais Sheldon est souvent plus dans quelque chose où il se raconte de façon un peu plus détournée, poétique. Et il y a C'est beaucoup vrai, d'images. c'est vrai, c'est Ce vrai. qui est moins le cas de Isha. Je suis aussi fan de ces deux écritures perso. Ouais, Et du coup, pareil. ouais. J'aime bien les deux écritures aussi. Et c'est plus, je sais pas, je pense que c'est dans le mood aussi. Là, moi, en ce moment, je suis en mode, j'ai envie d'écrire des trucs bruts. Assez brut, ouais. Et puisqu'on parlait de kickage, on l'a dit, vous avez tous les deux un univers plutôt intime et tout. Ethan, tu te décris, pareil, je t'ai prévenu, je vais rien spoiler de tes futures œuvres, mais n'empêche, tu te décris comme discrète. Ce soir, vous êtes là pour jouer en concert, évidemment. Et en termes de concerts dans le rap, depuis quelques années, quand on regarde Internet et tout, on voit des images de pogo, de foule qui se soulève, de jump et tout. Vous avez un univers qui peut être assez intimiste. Est-ce que quand vous vous êtes lancé, alors toi je sais que tu as été dans un groupe et tout, et que tu t'es lancé en solo, donc c'est peut-être encore une autre démarche. Est-ce qu'il y avait une appréhension face à cette image-là qu'on peut avoir du rap, et vous, votre univers? Ou est-ce qu'au contraire, il y avait l'envie de ressembler à ça? Enfin, comment vous vous sentiez par rapport à ce que vous connaissiez du rap sur scène, et vous, ce que vous alliez en faire? Moi, je crois que je pensais pas du tout à la scène au début. Parce que je faisais du son dans ma chambre et juste. Et du coup,
je pense que c'est plutôt quand une fois que j'ai fait de la scène, je me suis dit ah tiens, je peux faire des sons pour la scène. Et je peux penser, enfin quand j'écris mon son, je peux penser à comment je vais le faire sur scène. Et du coup, ça, je pense, changer un peu la manière dont je faisais du son. Mais ça s'est fait un peu en mode plutôt, j'ai fait de la scène et du coup, ah ok, comment je peux adapter quand je fais ma musique pour que ça aille mieux sur scène. Là où avant, en plus, je faisais des trucs, ouais, genre, c'était pas du tout fait pour la scène. C'était des flows trop bizarres et genre, enfin, c'était trop chiant à faire sur scène. En plus, j'avais pas du tout les respirations. Enfin, je sais pas, c'était là où maintenant, du coup, quand je fais un son, je me l'imagine directement le faire sur scène en fait. Là où avant, pas du tout, je pensais pas du tout à la scène. Enfin, ouais, je pense au début, ouais, c'est sûr que non. Ouais, bah, du coup, comme tu as dit, moi de mon côté, j'ai commencé en groupe. À l'origine, on était 4 dans le groupe avec notre musicien. Déjà, le fait d'être discrète, j'avais une chance, c'est que c'était pas forcément mon rôle de toujours parler ou énormément occuper l'espace, qui m'a permis de prendre confiance lentement. Mais je pense que j'ai toujours beaucoup admiré justement dans le rap l'énergie assez bestiale, assez vraie qu'il peut y avoir dans des pogos ou ce genre de trucs. Après, en faisant de la musique, de plus en plus, je me suis vite rendue à l'évidence sur le fait que c'était pas forcément mon endroit et c'était pas forcément ce que j'allais créer le plus naturellement avec le public. Et donc, ça me va. Et ce qui m'a aidé dans le groupe, c'est que, comme on était 4 voix, il y avait des écritures toutes différentes. Il y en avait parmi les membres du groupe qui avaient cette énergie-là, mais il y en avait d'autres qui étaient dans une énergie beaucoup plus intime comme la mienne. Et du coup, ça m'a permis de ne pas complexer de ça aussi, et qu'on se rejoigne bien et de développer mon truc sans me dire que c'était dommage qu'il n'y avait pas de pogo dans mes concerts. Merci. On peut. Bah, préparez-vous, hein, chauffez-vous maintenant, et puis on y va. Rimsi, on parlait de scène, toi, tu as souvent dit ça, il me semble, en interview, quand tu parlais de la création de ton collectif, hein, de votre collectif, qui s'appelle Atlas à Toulouse. Voilà, ils sont là. Ils sont prêts pour le pogo. Tu disais enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, que vos scènes et vos concerts, c'est vous qui vous les êtes créés finalement, à défaut de peut-être programmés ou autre, mais du coup dans un état d'esprit un peu indépendance, un peu débrouille et tout. Toi, Ethan, pas à l'inverse, mais en tout cas, tu as récemment bénéficié de plusieurs accompagnements par différentes structures. Tu as fait notamment le Buzz Booster et d'autres tremplins, etc. Comment vous vivez ces deux aspects-là, en fait, toi, Rimsi, le côté débrouille, on crée nos scènes et tout, et toi, Ethan, peut-être plus le côté accompagnement, où tu es pas mise sur des scènes, mais en tout cas, on te propose des choses et ça bouge un peu, etc. Comment vous, dans les bons, les mauvais côtés, comment vous vivez ce truc-là? Bah, en fait, ouais, du coup, comme tu l'as dit, on a créé nos scènes. En fait, c'est parti de. Moi, de base, j'avais fait le Flash Festival, du coup, la première édition avec Taz. En fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et en fait, on a joué, du coup, à la Prairie des Filtres devant 200 personnes. Et c'était genre notre premier concert. Et après, il n'y a plus de concerts de notre vie qui sont prévus à l'avenir. Et du coup, on s'est dit, bah attends, là, on a eu un shot d'adrénaline et bah, on veut refaire. Et du coup, bah, on s'est dit, ouais, il n'y a personne qui va venir nous programmer ou quoi machin, donc on va le faire par nous-mêmes. Et du coup, les avantages de ça, c'est que je sais pas s'il y a. Enfin, non, en fait, les avantages, c'est on le fait comme on veut et je pense à notre manière. Et je pense que des gens qui sont déjà venus à des soirées Atlas et tout, ils sentent qu'il y a une ambiance et une écoute qu'il n'y a peut-être pas dans d'autres scènes rap. Et surtout, je pense dans nos open mic et tout machin, on essaie vraiment que tout le monde puisse prendre le micro, que il y ait, enfin voilà, qu'il n'y ait pas de gestes ou de gens qui soient méchants ou chiants. Et je pense que ça, c'est l'avantage, c'est qu'on maîtrise notre cadre. Le défaut, c'est que c'est beaucoup de taf. Et que, en fait, moi, il y a maintenant, dans Atlas, dès que c'est un gros event Atlas, vu que c'est souvent moi qui organise des trucs et tout machin, je me programme pas en tant qu'artiste, quoi. Et du coup, ça fait que je fais
pas tant de scènes. Bon, là, récemment, j'ai fait pas mal de scènes, mais parce que justement, c'était des petits events, du coup, je m'y suis programmé, quoi. Mais sinon, quand on fait des gros trucs, je m'y mets pas parce que faire la scène et. Enfin, c'est ça, le désavantage, c'est quand tu fais la scène et que t'es orga, soit tu fais mal ton set, soit tu fais mal l'organisation. Tu peux pas tout faire. Et du coup, ça, c'est un vrai désavantage. Alors que quand t'es invité, c'est un régal. T'as juste à penser à faire ton set. Ouais, moi, l'avantage qu'il y a eu, c'est que il y a eu un peu des deux. Enfin, tu vois, avec le groupe, on était tellement nombreux qu'on a vraiment fait des scènes sur lesquelles on était plus nombreux sur scène que dans le public. Et en vrai, c'était trop cool parce que ça finissait avec le public sur scène et ainsi de suite. Tu vois, pour le coup, ultra mélangé. On est passé par des petites scènes et puis tout à coup, effectivement, il y a eu des accompagnements même avec le groupe qui nous ont permis de faire des scènes plus grandes. Et je suis ultra contente que ça se poursuive parce que pour le coup, c'est ce qui me permet d'aller en résidence, d'essayer de travailler les lumières, de travailler le son un maximum. Et c'est l'élargissement de l'art qu'on fait avec Last, du coup, qui est mon musicien qui est par là-bas. Vous pouvez le saluer. Ouais, mais c'est un vrai avantage pour le coup d'être, c'est sûr, accompagné, d'avoir accès à des plus grosses scènes. Mais je suis quand même ravie d'avoir débuté dans des lieux 2 fois plus petits que la CAFPO et d'avoir pu un peu faire mes armes dedans. C'est des ambiances différentes, mais j'apprécie autant l'un que l'autre. Et je pense que les petits lieux, c'est pas fini encore pour un moment, et tant mieux. Et j'espère que les grandes scènes sont devant nous et qu'elles vont arriver, quoi. On peut. N'hésitez pas, hein, pas de timidité entre nous. Hein. Et alors, j'enfonce un peu une sale porte ouverte, mais comment tu vis ce truc-là? Parce que je pense que tu es en termes de statut aujourd'hui. Je dis bien en termes de statut parce que pour moi, il y a des gens qui sont complètement professionnels dans leur attitude, leur musique et qui n'ont pas forcément un statut d'intermittence ou autre. Donc je dis en termes de statut, je crois que toi, tu es professionnel. Oui, depuis 1 mois, ça y est. Bravo. Et alors, est-ce que ça fait flipper l'avenir? Comment tu vois? Non, je m'exorcise moi aussi, vous savez. Comment tu vois tout ça? J'essaie de pas prendre ça pour flip parce que j'ai l'impression que si je commence à me mettre en tête que le prochain objectif c'est absolument de refaire mon intermittence, je vais perdre l'essence de ce pourquoi je fais de la musique. Après, et c'est sûr qu'il faut manger et que avoir l'intermittence c'est un moyen d'avoir un apport financier tous les mois, quoi. Mais non, loin de me faire flipper, je suis super contente. J'étais passée à côté d'une intermittence il y a 2 ans. J'étais bien déçue, mais finalement, ça l'a fait cette année et c'est très cool. Mais ça me fait pas tant flipper parce qu'il y a des personnes comme toi avec qui j'ai pu être en contact assez tôt ou d'autres personnes justement qui nous filent les clés aussi de comment ça fonctionne l'intermittence, à quoi il faut faire gaffe pour pas se faire avoir ou sortir du système intermittent, quoi. Ouais, à vrai dire, je voulais plus parler de l'état de la culture et de ce qu'on entend, qui, moi, perso, parfois, je fais des petites nuits blanches, tu vois. Mais je suis content que tu sois contente. Moi aussi, je suis content, d'ailleurs. Non, écoute, pour l'instant, on a la chance que ça se passe plutôt bien, et parce que je suis accompagnée aussi et qu'il reste un peu de budget par endroit pour pouvoir accompagner certains artistes. C'est bien dommage que ça ne concerne pas plus d'artistes, parce que comme tu le dis, il y en a plein qui ont une posture professionnelle et qui font des choses très belles, qui malheureusement n'en vivent pas. Et je trouve qu'on est trop peu à pouvoir en profiter, tu vois, de ce confort. Yes. Et les amis, il y en a qui connaissent ces soirées RAP, il y en a d'autres qui ne connaissent pas, mais à chaque soirée RAP, j'ai un contrat signé avec la CAFPO, je suis obligé de parler d'un groupe. C'est comme ça, c'est le Wu-Tang Clan, donc faites du bruit pour eux. Voilà, alors ça devient de moins en moins subtil ma manière d'en parler sur les talks, mais je fais ce que je peux. Donc là, en fait, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fêté mes 36 ans. Et merci. Et oui, je suis encore jeune. Hein. Et il y a quelqu'un de bien intentionné qui m'a offert forcément le vinyle du premier album du Wu-Tang Clan qui s'appelle Enter the 36 Chamber, évidemment. Et comme je suis un pro de la transition, c'est une phrase du regretté Old Dirty Bastard qui était membre du Wu-Tang
qui va introduire la prochaine question. Lui, c'était un gars qui était pas mal dans les excès quand même. Il avait pris le micro, ou on lui avait tendu le micro, en tout cas aux Grammy Awards en 1998, ça ne nous rajeunit pas. Et il avait dit « Wu-Tang is for the children ». Donc le Wu-Tang, c'est pour les enfants. Tous les deux, j'ai l'impression, attention, transition, que vous vous inspirez beaucoup de l'enfance ou... Eh oui, non, mais c'est un métier, un jour... Ou en tout cas des sentiments qui sont liés à l'enfance. Bon, Rimsi, clairement, dans ton dernier EP qui s'appelle Quart de siècle, mais toi aussi, Ethan, quand on l'a dit, tu te décris comme discrète. Tu dis que tu es mal à l'aise avec les gens que tu aimes aussi. Ça, c'est des sentiments qui, moi, m'ont fait penser à l'enfance. Je crois que tu dis ça hein, dans un des textes. Ouais. Il y a un peu cette timidité qu'on peut avoir enfant aussi. Est-ce que l'enfance, c'est un âge qui est réellement une source d'inspiration pour vous, déjà dans la musique, mais aussi dans votre manière de vivre les choses en tant qu'adulte, dans la psychologie forte, ou dans votre taf? Est-ce que vous essayez de garder une part d'enfant dans ce que vous faites, en fait? Bah ouais, je pense que oui. Enfin, faire de la musique, c'est quand même un truc un peu d'enfant, quoi. Genre, c'est un rêve d'enfant en soi. Donc ouais, garder une part d'enfant, c'est sûr que j'essaye. Et ouais, en fait, je pense que écrire sur l'enfance, ça permet de se remémorer de son enfance et de un peu se remettre. Enfin, moi, j'ai peur en fait d'oublier. Je pense aussi l'enfance et tout. Du coup, c'est pour ça aussi, je pense que j'essaye d'écrire là-dessus et pour pas oublier en fait. Enfin, je sais que il y a un moment où je me suis dit putain, je suis plus comme enfant, genre mais j'ai changé ma personnalité, mais je sais pas comment dire, genre j'ai changé de personne quoi, je suis plus, mais pas juste parce que j'ai pris en maturité ou quoi machin, j'ai plus la même vision de tout quoi. Et du coup je pense que j'avais envie un peu de, enfin tu vois, du coup le Pécard de siècle, j'ai eu 25 ans et il y a un peu un truc de, je sais pas, regarder vers le passé, mais même je parle de l'enfance mais aussi de l'adolescence, de genre ok attends, c'était il y a 10 piges, j'avais 15 ans, qu'est-ce que je foutais il y a 10 piges quoi. Et c'est un peu ça, et comment je pensais. Et je trouve aussi ça permet aussi un peu de se dire genre comment j'en suis arrivé à là. Enfin, genre à faire ce que 15 piges, c'est quand j'ai découvert le rap à peu près, quand j'ai commencé à rapper, enfin voilà. Et du coup, tu te dis, bon, ça fait 10 ans que j'écris des trucs, genre pourquoi, enfin, qu'est-ce qui a changé et tout, ça permet de faire ça, quoi, un petit bilan aussi. Ouais, ça me parle ce que tu dis, mais c'est vrai que on est lent en tant qu'humain, je sais pas, il y a des trucs que j'ai vécu enfant, que je suis en train de comprendre maintenant, et dont j'ai besoin de parler maintenant, alors que peut-être ça fait 10 ans ou 15 ans que ça s'est passé. Et du coup, ça fait du bien de pouvoir le poser sur le papier. Et puis pour ce qui est de comment je prends ce taf et les choses, oui, je pense que mon énergie enfantine, elle est importante là-dedans, mais parce que je suis encore assez facilement émerveillée par tout ce qui se passe, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on peut faire. Et ça m'inspire, cette énergie que je trouve pure, mais puissante et qui m'a pas quittée sur plein d'aspects de ma vie. Ouais. Merci. Bon, j'ai coché la case Wu-Tang. Oui, on peut me dire bravo. Et il y a une autre tradition, il y a plein de traditions ici en fait. Mais tous les mois, en fait, sur chaque soirée, on reçoit un invité qui est une actrice ou un acteur du rap à Toulouse ou du mouvement hip-hop ou de cette culture-là, en tout cas, pour faire ce qu'on appelle une one-shot chronique. C'est une petite chronique sur un sujet et la personne qui va venir présenter ça va nous parler ça va être une chronique qui s'appelle « Le rap est-il une thérapie ?» Eh ouais, la classe. Et je vais vous demander de faire un maximum de bordel pour monsieur LV7, grand rappeur de Toulouse, s'il vous plaît. Exactement. Ça va la capo? Ça, c'est les potes qui sont venus, qui sont vraiment d'une grande aide dans ces moments-là. Est-ce que vous connaissez cette sensation de découvrir un artiste pour la première fois et d'avoir l'impression que tout ce que contient sa musique résonne parfaitement avec votre univers intérieur? Comme si vous le connaissiez déjà, en fait. C'est à peu près ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert 12 Kawa il y a 12 ans.
RIP, merci pour ta musique. Un an après l'avoir découvert, à 17 ans, j'ai eu la chance de le voir en concert. Je suis allé le voir à la fin et je lui ai demandé d'écrire n'importe quoi dans mon carnet de rap. Il a écrit « Deviens qui tu es ». Il m'a dit que c'était de Nietzsche et que ça paraissait un peu naïf comme phrase, ou bateau, mais que ça avait pris beaucoup de sens pour lui dans son combat contre la schizophrénie. Avoir des voix multiples qui parlent en continu et essayer de trouver au milieu de tout ça laquelle écouter. Après ça, j'étais complètement fasciné, encore plus admiratif. Je me disais, est-ce que son originalité vient de là? Est-ce qu'il est génial parce qu'ils sont plusieurs dans sa tête? Est-ce que la profondeur de ses textes vient du combat perpétuel qu'il mène contre ses voix intérieures? Ils disent parfois que je suis génial, car on est plusieurs dans ma tête qui parlent. J'ai eu ma période bipolaire, mais maintenant nous allons mieux, je crois. J'ai fait emprisonner les mois, il y a quelques mois, assassiner mes pensées putschistes, je suis presque de nouveau le chef de moi. Aujourd'hui, je me demande si je n'étais pas un peu pervers de redoubler d'amour pour un artiste à cause de ses blessures. Peut-on être fan de quelqu'un sans avoir une inclination pour le voyeurisme? Ou est-ce normal de développer une sorte de curiosité morbide pour ses idoles? Faut-il souffrir pour être intéressant? Est-ce que aller bien rend un artiste 2 fois plus chiant? Je vous laisse méditer sur ces questions et je vais vous proposer de creuser la suivante. Le rap est-il une thérapie? C'est mon collier, tout ça check. On se ramène avec ma meuf, les gens me répondent. Excuse-moi, mais t'es rappeur, pas thérapeute. Le fade-out est hyper mal foutu, pardon. Les gens me répondent « Excuse-moi, mais t'es rappeur, pas thérapeute ». On va se mettre d'accord qu'une thérapie, c'est n'importe quel procédé lié à un traitement dans le but de soigner quelqu'un. Alors pourquoi associer rap et thérapie? Intuitivement, ça fonctionne aussi bien. Est-ce que c'est une musique de névrosé? Et est-ce que le rap a toujours eu quelque part un aspect thérapeutique? On va remonter un peu le temps et se réécouter un bon classique du early hip-hop, notamment pour voir ce qui s'y raconte. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Ne me pousse pas car je suis au bord du gouffre, j'essaie de ne pas perdre la tête. C'est comme une jungle parfois, je me demande comment je fais pour ne pas sombrer. Ce genre de morceau que tu as écouté 1 milliard de fois, mais quand tu les réécoutes, tu te rends compte de ce que ça raconte vraiment. The Message de Grandmaster Flash and the Furious Five sort tout droit du Bronx et fait un carton à sa sortie en 1982 parce qu'il exprime avec des mots simples ce que les gens vivent dans tout un tas de quartiers aux US et dans le monde. La pauvreté, la ségrégation, la haine raciale et les violences policières, tout ça sur une instru bien groovy, bien dansante. Le hip-hop, qui inclut dans ses 5 branches le rap, est né dans un contexte où il y a besoin d'exprimer par la danse, le graphe ou la musique ce qui ne va pas. Dans le cas précis du rap, il s'agit de le dire avec des mots et d'une manière intelligible pour tout le monde. Quelque part, le rap dit à celui qui l'écoute, si tu as quelque chose sur le cœur, viens le dire sur le beat. C'est peut-être le seul endroit où tu pourras le dire. Petit saut dans le temps. Je peux pas aller chez le Boumara parce que j'ai peur du ciel. Je peux pas aller chez le psy parce que je suis un mec de test. J'ai plein de principes stupides que je dois respecter. Quand on me demande pourquoi, je réponds parce que c'est comme ça au quartier. Un peu innocent, un peu coupable. Chaque contrôle de police me rapproche de mon feat avec Tupac. Dans mes rêves, y'a des démons et des crop circles. C'est sûr que je ferai rien, je reste de marbre comme les cercueils. J'aimerais dire que je suis à toi, que je t'aime et tout sera jdid. Mais toute l'Afrique, c'est qu'aucun homme n'est fidèle toute la vie. Je deviens fou, je vois des gens heureux partout. Soit l'amour, c'est pas pour moi, soit je suis pas fait pour l'amour. 93 mesures de Dinos, sorti en 2020. Je vous redonne la première punch. Je peux pas aller chez le Boumara parce que j'ai peur du ciel. Je peux pas aller chez le psy parce que je suis un mec de Tess. Boumara, pour ceux qui l'avaient pas, c'est marabout en verlan. Pour moi, quand Dinos écrit ça, c'est comme s'il ajoutait « Du coup, j'ai écrit ce texte. C'est le seul moyen de me soigner l'âme. » Quand je m'intéresse un peu à l'arrivée du rap en France et son évolution depuis, j'ai l'impression que la dimension introspective, l'idée du rap comme exutoire, comme moyen d'évacuer ce qui gêne à l'intérieur, ça a hyper bien marché. Pourquoi d'ailleurs? Est-ce qu'on est plus dépressif qu'ailleurs?
Ou est-ce qu'on a une culture française de l'introspection, un imaginaire très fort qui s'est construit autour du poète maudit faisant l'autopsie de ses émotions ? Une chose est sûre, le rap français adore sonder ses démons intérieurs et les beatmakers eux-mêmes ont développé une passion pour les instrus qui pleurent à base de samples de violon, de piano ou de guitare, toujours en perpétuelle recherche de mélancolie. Je suis la solitaire, seule même parmi les miens, seule dans cette terre qui m'étouffe comme les silences de mes chagrins, seule parce que mes pas arrivent de loin, fatigué mais debout, le sourire malgré les coups avant que je m'écroule, je tiens. Pour combien de temps mon passé, un boulet que je traîne, mais qui m'aplatit quand soudain ma vie devient pente ou pire. À chaque virage, je m'entraîne dans le ravin, écoute, je coule dans le poison mais j'accepte si sonne la fin. Je suis la solitaire, vagabondant dans la vie, vagabondant dans les villes, jamais très très loin du vide, et nœud dans le vide me rappelle ce vide que rien ne comble et quand le bien me trompe, alors là plus rien ne compte. Kenny Arcana, Je suis la solitaire, 2012. Au-delà d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, ce qui compte, c'est d'être entendu. C'est là que le rap trouve son essence, dans le passage par le micro et devant un public. Alors aujourd'hui, c'est particulier puisque n'importe qui peut écouter des heures et des heures de rap dans sa chambre, kiffer ça, trouver des instruments en ligne, écrire ses premiers textes, dépenser 200 € sur Thomann pour se faire livrer une carte son et un micro, s'enregistrer, faire mixer et masteriser son projet à distance, le sortir, faire un carton, être contacté par un label, puis programmer dans une grosse salle, sans avoir jamais quitté sa chambre. Quoi qu'on pense de ce changement, pour qu'il y ait rap, il est essentiel d'être entendu, physiquement ou numériquement. Alors maintenant, on peut se demander, le rap est-il une thérapie pour le rappeur ou pour l'auditeur ? Qui des deux est le thérapeute ? C'est à cet endroit-là que je trouve que le terme trouve ses limites, thérapie. Qu'on l'écoute ou qu'on le pratique, évidemment que le rap, comme le sport, la peinture ou le jazz, peut être thérapeutique. Mais est-ce qu'on ne devrait pas détacher la musique, et l'art en général, d'un besoin de se soigner ? Je ne dis pas que l'art ne peut pas soigner, je me demande simplement si on doit lui donner cette fonction-là. On est à une époque où le fascisme monte, la culture est en danger, au point qu'un artiste qui demande de l'argent public doit systématiquement justifier de l'utilité de son art. Je vous propose qu'on refuse de répondre à cette question. Merci. Les thérapeutes sont assez compétents pour soigner les gens, alors essayons d'apporter une autre perspective. J'aimerais vous parler du mot catharsis. Et on va se la jouer un peu France Culture là, pendant 30 secondes. Le mot catharsis vient du grec et désigne une purification ou un nettoyage, l'idée de séparer le bon du mauvais. Par mauvais, on entend ici tout ce qui nous salit intérieurement. C'est Aristote qui dit que quand on regarde un spectacle tragique sur une scène, on est confronté au désespoir, à la violence et à la tristesse, et quand le spectacle se termine, on peut revenir à la vie et supporter avec un peu plus de légèreté les malheurs du monde. C'est la même idée que l'exutoire, dont je parlais plus tôt, mais du point de vue du spectateur, ou en l'occurrence de l'auditeur. Alors personnellement, je préfère parler d'exutoire et de catharsis que de thérapie en ce qui concerne le rap. Aujourd'hui, ce que je trouve magnifique, c'est que l'aspect cathartique du rap repousse les limites de notre imaginaire avec des thématiques toujours nouvelles qui nous permettent d'avoir accès à des situations invisibilisées par la société. Et là, je ne pouvais pas parler de rap et de thérapie sans évoquer brièvement l'album Pretty Doll Corpse de Petite Sœur, Femme Togo et Néophron au prod. Bâtard, toi maintenant tu bandes sur la vie d'artiste. Tu sais, j'ai tout fait pour zapper la vie d'avant. À 15 ans, je tapais dans la blanche de mon père. À 16, ma mère jetait mon crap dans les chiottes. À cette époque, y'avait le choix contre la mort et les temps. Vas-y, petit, saute dedans. Tu viens de chouper sans qu'on demande et en plus tu mets les dents. Si seulement tu savais d'où on venait vraiment. Pour trouver ces diamants, j'ai creusé tout au fond de ma crasse. On continuera de s'afficher devant la plèbe antipathique juste pour les trois du fond de la classe. C'est les clowns, Novichok, le déon. Pour trouver ces diamants, j'ai creusé tout au fond de ma crasse. On continuera de s'afficher devant la plèbe antipathique juste pour les trois du fond de la classe. Transidentité, viol, prostitution de mineurs, traumatisme d'enfance, des thématiques qu'on entendait peu, voire pas du tout dans le rap. Tout ça dans un univers musical complètement novateur. Franchement, moi, je trouve ça révolutionnaire et je suis hyper curieux de voir ce qui va naître de ça dans les années qui viennent. Mais gardons à l'esprit que le rap est avant tout une musique et que personne ne devrait se sentir obligé d'en faire une thérapie. Je soupçonne parfois les rappeurs de chercher au fond d'eux-mêmes jusqu'à trouver une névrose intéressante avant d'écrire une punchline ou un morceau. Dans les années 90, certains médias disaient que le rap était un phénomène de mode et que ça allait peut-être survivre 4-5 ans. 36 ans plus tard,
On peut dire que cette musique n'a pas arrêté de se métamorphoser pour les faire mentir. Alors quiconque veut faire du rap ne devrait se sentir obligé ni de faire sa thérapie, ni de garder ses problèmes pour soi. Fais le rap qui te ressemble et, comme disait l'autre, deviens qui tu es. Magnifique chronique. Grand bravo LV7. Maximum de bordel pour lui, encore une fois, s'il vous plaît. Voilà, on voulait des bruits d'oiseaux comme ça. Et on est là pour parler de cette culture aussi. Donc déjà, merci à vous pour votre écoute, parce que c'est pas évident d'être assis là et d'entendre des bousillés de rap discuter entre elles et entre eux. Donc merci à vous. Mais voilà, moi, il y a des choses qui me tiennent à cœur. Et parfois, il y a des anniversaires, comme le mien tout à l'heure, mais plus important encore. Il y a 2 albums qui ont fêté leurs 30 ans, là, il n'y a pas longtemps, qui sont des albums de rap US, Rimsi. Il sait pourquoi je dis ça. Mais c'est pas grave, on vous pardonne, vous écoutez pas le rap US. Il y a un album d'un groupe qui s'appelle The Score, et le groupe, c'est les Fugees. Vous connaissez les Fugees ? Qui vient de fêter ses 30 ans. See, my rhymes are the type of fly rhymes that can only get down with my crew. And if you try to take lines or bike rhymes, we'll show you how the refugees do. Du bruit pour Lauryn Hill un peu quand même, non ? Elle va arriver, elle est un peu en retard. Et il y a un autre album très important qui a fêté ses 30 ans. Eh ben, on écoute. We got 4 niggas and low riders and ski masks screaming thug life. Every time they pass, all eyes on me. Little life of a thug nigga until the day I die. Little life of a boss player. All eyes on me. All eyes on me. Little life of a thug nigga until the day I die. Little life of a boss player, 'cause even getting high. C'est donc l'album All Eyes on Me de Tupac, du bruit pour lui aussi quand même. Et on va rester sur des transitions légendaires. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les artistes peuvent rapidement avoir tous les yeux sur eux. Quand on voit certains artistes exploser au grand public et recevoir au choix des vagues d'insultes ou de l'idolâtrie, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez, vous, quand vous postez un morceau ? Est-ce que vous appréhendez certaines réactions ou un buzz qui partirait d'un seul coup ? Moi, la dernière fois, j'ai posté un freestyle sur TikTok et on m'a dit « Continue le travail ». Ça va. Et genre, c'est mon seul commentaire sur ce TikTok. Donc franchement, je m'en fous en vrai. Tu fais oui, bon. Ouais, TikTok par exemple, je savais pas que c'était un peu hardcore là-bas, les commentaires et tout. Parce que sur Insta, ça reste les gens qui te suivent. Mais là, sur TikTok, ça envoie vraiment à des gens qui te connaissent pas. Et c'est un peu. Ouais. Mais en vrai, je sais pas. Après. Pardon, tu parlais de quand on perçait ou quoi, j'avoue que j'y pense pas, perso. Mais déjà, à mon niveau, je suis en mode ah ouais, c'est chiant. Ouais, ça peut être relou. Ouais, ça arrive que j'y pense, mais pas quand je poste un morceau, parce qu'il y a assez peu de chances, j'ai l'impression, que ce soit juste un morceau tout seul sur les plateformes qui te fasse décoller. Mais j'y pense quand je me rappelle que j'ai 2 TikTok à mon actif et peut-être 5 posts sur Instagram, et que je me dis qu'un jour, il faudra que je fasse peut-être plus, et que je pense que j'ai peur de ces vagues de haine possibles, ou même que ça décolle trop vite, sait-on jamais, tu vois. Et que c'est ça qui me ralentit dans le fait de faire une promo vraiment efficace de mon projet, quoi, et de mes sons. Mais j'y pense. Toi, non, du coup? En fait, moi, je poste juste des freestyles sur tu vois, donc je sais pas. Oui, mais pareil, je me dis que ça peut pas. En fait, j'ai l'impression que de toute façon, je vais pas percer comme ça du jour au lendemain et que d'un coup. Mais du coup, je sais pas. J'ai pas l'impression que ça peut arriver. Après, ouais, je sais pas.
En fait, je me dis, si je perds, j'espère que j'aurai pas des mauvais commentaires. Enfin, je sais pas. Je me dis, en fait, il y aura tellement. Je me dis que si je perds, il y aura tellement de bons trucs que je me dis que les 10% de merde, je m'en fous, quoi. Enfin, je sais pas, genre. Je pense que je serais capable d'ignorer, je pense. Mais je pense aussi parce que j'ai genre 27 ans maintenant. Je pense que j'aurais 20 ans, ce serait pas pareil. Genre là, j'ai vu le commentaire, j'ai rigolé, j'ai fait bon, m'en fous. Mais Là, je je pense pense que ça t'aurait plus impacté. Ouais, plus je pense jeune, que au jeune. lancement, Je pense que les gens jeunes qui percent, là, je pense que ça doit être compliqué parce que je pense que tu prends tout x10, quoi. Là où, je sais pas, genre. Enfin bon, là, je vais un peu partir loin, mais le développement qu'un artiste peut avoir. Je demande pas l'avis du public, hein. Mais toi tu la connais, donc je pense que tu vois par exemple avec Close qu'on connaît en commun, Ouais. qui a subi un truc que moi j'ai pas regardé Nouvelle École, mais j'ai trouvé ça complètement hardcore et disproportionné. J'avais envie Tu de vois, lui demander enfin, des nouvelles tous les jours carrément parce que je et, trouvais ça inquiétant en vrai pour le coup. Et du coup c'est vrai que ton développement il peut t'amener à des endroits et ça peut être très violent parce qu'il y a plus ce filtre. Enfin bon bref, je vais pas partir trop loin là-dessus. Merci pour votre réponse en tout cas. Ouais, parce qu'après je m'énerve et tout. En tout cas, on est dans une musique, là il y a zéro transition, qui fait parfois des liens avec d'autres pratiques ou univers. À une période, par exemple, le rap s'est beaucoup mélangé au cinéma, il y avait les BO qui étaient un vrai tremplin pour les artistes rap, etc. Ou la mode. Toi, Rimsi, j'ai l'impression que tu fais pas mal de liens dans tes phrases avec l'univers du gaming. Tu m'arrêtes si je me trompe. Tu fais aussi des sessions sur Twitch où tu invites des artistes à jouer à un jeu et à parler de projets de musique, mais tout en jouant à... Ouais. En fait, je fais deux choses dans la vie. Je rappe et je joue aux jeux vidéo. Donc vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal. Si je peux arriver à lier les deux et à faire des trucs, ça m'ira. Et c'était justement ma question, parce que toi, Ethan, j'ai l'impression que depuis un moment, tu vas vraiment... travailler un aspect visuel, même dans tes photos de presse et tout, presque un peu stylisme. Est-ce que c'est des pratiques, que ce soit le gaming ou le stylisme ou autre, où vous avez envie de mélanger vos univers et de pousser quelque chose entre votre musique et ces univers-là ou d'autres univers? Ouais, de ouf. Tu m'as débloqué un souvenir de moi à la garderie, je crois, en primaire. J'avais créé ma marque de stylisme et je me souviens que c'était dans un style dans lequel finalement je retrouve ce qu'on crée pour les clips. Que tu vois, l'enfance, tout ça, finalement, j'ai peut-être pas tant changé. Mais il y a aussi mon frère faisait partie du groupe du coup, que j'avais avant d'être en solo. Et il se trouve que mon frère aujourd'hui fait de la vidéo, des clips et qu'il aspire à faire du cinéma. Ce que mon frère est très important pour moi, ce que fait mon frère est très important pour moi, et le fait qu'on puisse partager aussi la création d'un univers visuel ensemble, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens de lier ma musique à ça, quoi, et à ces expériences qu'on va avoir en commun. Ouais, puis je sais pas pour toi, mais moi je sais que quand je finis un son, souvent j'imagine le visuel qui va avec. Je sais pas, ça vient assez rapidement, surtout si le truc a un peu un univers où je sais pas, où ça parle d'un sujet et je me dis ah putain, l'imager comme ça pour venir compléter le sens que je voulais mettre dans les mots, ouais, je trouve ça a du sens en fait, ça va. Et puis j'ai grandi en voyant des clips et tout, donc ouais, c'est sûr que l'extension de la musique, ça donne trop envie. Après, c'est beaucoup d'argent, c'est le seul problème. Ouais, bah du coup, merci à mon frère d'être vidéaste. Ça fait faire quelques économies. Non, mais ouais, en vrai, je te rejoins. Tous les sons que j'ai terminés et que j'ai eu envie de finir, c'est des sons pour lesquels, assez rapidement, j'avais déjà des images, des textures, des couleurs, des trucs qui me venaient en tête. Et finalement, dans le process, ça arrive très, très vite, ce côté-là, stylisme et le reste. Merci. T'as vu, je cache mes feuilles parce que j'ai envie que ces soirées deviennent une antenne du divertissement toulousain, les amis. Et donc, c'est l'heure du quiz, évidemment. Ouais, alors justement, vous allez pouvoir vous aider du public si c'est trop galère. Il est tellement déter. Et tu verras, c'est dur, hein. On parle souvent, depuis qu'on a lancé la saison cette année de ces soirées rappées, on parle justement de mélange dans le rap, de musique hybride. Et donc le quiz, c'est rap ou pas rap. Et je vais vous citer des phrases avec absolument aucun flow. Et vous allez me dire si à votre avis c'est rap ou pas rap. Et vous pouvez demander l'aide du public, évidemment.
Alors, première phrase. Ouah, je suis en parano. Vraiment, Ethan, j'ai vraiment peur que tu lises mes trucs. J'y vois pas de là. Hein. Ouais, Je cool. t'assure. À quoi rêvent les hommes qu'on habille en sous-hommes ? Sur les chemins sans fin qui ne mènent pas à Rome, j'ai toute la vie pour ne pas mériter mon sort. Alors, rap ou pas rap ? À quoi mènent ces hommes qu'on habille en sous-hommes ? C'est bizarre la phrase. À quoi rêvent les hommes qu'on habille en sous-hommes ? Sur les chemins sans fin qui ne mènent pas à Rome, j'ai toute la vie pour ne pas mériter mon sort. Moi, je dirais pas rap. Pas rap. Ouais, pas rap. On est... C'est rap. Eh ben, on écoute. Oh là. Car entre barbare et racaille, comme terminologie du parfait sous-homme. Appauvri, ok, mais comme de l'uranium. Appauvri, ok, mais comme de l'uranium. L'asphyxie est lente sous le chiffon de chloroforme. Et je dors encore que d'un poumon. Le second m'attache à mes fantômes. Comme autant de faux passeports avant le vol vers un archipel créole. À quoi rêvent les hommes qu'on habille en sous-hommes sur les chemins sans fin qui ne mènent pas à Rome. J'ai toute la vie pour ne pas mériter mon sort. J'aurai toute la mort pour me reposer des porcs. C'était rap. J'ai pas la voix. Et ouais, je sais, j'ai un peu fait le bâtard, mais je me suis amusé. Je me suis fait plaisir. C'est le groupe légendaire La Rumeur. Le morceau, c'est Comme de l'uranium. C'est extrait d'un album qui s'appelle Du cœur à l'outrage, qui est redispo sur les plateformes et que je vous invite à écouter parce que c'est très fort, les prods et tout, c'est assez incroyable. Et c'est une phrase de Amé de La Rumeur. Voilà. On continue. Toujours aucun flow. Paris gagné, Paris à nos pieds. On s'est fait tout seul à la force du poignet. Quand on croise la baraka ou la chance, on ne les salue pas, on ne les connaît pas. Rap ou pas rap, du coup ? Ça sonne rap. Ça a l'air rap, ouais. Let's go. Paris gagné, Paris à nos pieds. On s'est fait tout seul à la force du poignet. Quand on croise la baraka ou la chance, on ne les salue pas, on ne les connaît pas. C'était pas rap, les amis. Rap mélodique un peu. Mais pour le coup, je pense que vous ne connaissez peut-être pas cet artiste. C'est un gars qui s'appelle Batlik, que moi j'aime beaucoup. Figurez-vous qu'il m'avait foutu en première partie de lui dans un théâtre. Et c'est un gars, pour la petite anecdote, qui se baladait toujours avec son chien. C'est un peu le... Et en fait, son chien est décédé. Il a fait ce dernier album en hommage à son chien. Et il a réussi à faire un morceau ultra poignant où il parle d'un chien mort. C'est assez incroyable. C'est un peu le John Wick de la chanson française, pour ceux qui ont vu le film. En tout cas, ouais, Batlik, le morceau c'est VV, l'album c'est numéro 13. C'est pas rap, mais c'est lourd. On continue les amis. Je cache mon truc parce que je vois Ethan, elle fait genre elle est myope et tout. Le vent du sud m'oriente quand je dévie. J'ai beaucoup de soucis dans la valise. J'ai beaucoup de problèmes dans mes bagages. Je suis pas très grande, mais je sais me défendre. J'ai plus grand chose à faire à Paris. Rap ou pas rap ? Maintenant, je doute de tout, là. En plus, toi, Ethan, il y a un petit cadeau pour toi là-dessus. Mais... C'est quoi la première phrase ? Vas-y, est-ce que tu peux nous... Le vent du sud m'oriente quand je dévie. J'ai beaucoup de soucis dans la valise. J'ai beaucoup de problèmes dans mes bagages. Je suis pas très grande, mais je sais me défendre. J'ai plus grand-chose à faire à Paris. Moi, je dis rap. Je sais pas que t'es grande, mais je vois un signe qui a l'air de me dire c'est rap, c'est rap. C'est rap. Mec, c'est Ziné. Ah, le salopard. Il m'a pourri mon truc. C'est comme si je l'évite, y'a que les miens qui me résonnent quand je dérive. J'ai qu'on est que de la bien poussière. Vu. Et toi, le vent du sud m'oriente quand je dévie. J'ai beaucoup de soucis dans la valise. J'ai beaucoup de problèmes dans mes bagages. Je suis pas très grande, mais je sais me défendre. J'ai plus grand chose à faire à Paris. J'écoute les vagues, elles font du boucan. J'écoute la mer, elles chantent du chant. C'était Ziné, effectivement, avec le morceau Baleine. Merci à toi. Non, on avait dit qu'on avait le droit, à l'aide du public, donc merci.
T'as une petite histoire avec Ziné parce que t'as fait sa première partie À au Toulouse. Métronome à Ouais. Toulouse. Ça, c'est beau quand même. Et que grâce aussi à ses prises de parole sur l'endométriose et autour de ça, j'ai pu aller me faire soigner aussi. J'espère, je ne sais pas si dans la salle, il y a peut-être des meufs qui peuvent être concernées, mais écoutez des interviews de Ziné qui en parlent. C'est Au vrai. cas où elle porte un beau message, en plus de venir de chez nous, d'être extrêmement talentueuse et tout ça. Un peu. Et juste, je fais une petite pause dans mon quiz, mais est-ce que ce délire qu'elle partage avec ce morceau de plus vouloir être dans une grande ville, de vouloir revenir dans son sud, etc., est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, vous, ou bien à quel endroit vous êtes à ce niveau-là? Ouais, moi, c'est le grand débat de ma vie dans ma tête. C'est dur d'être loin d'une grande ville quand tu as envie de te développer en faisant de la musique. Et en même temps, moi, je viens un peu de la campagne et c'est là-bas que je suis bien aussi. Du coup, c'est toujours un peu... Tu vois, voilà, je fais des allers-retours à Toulouse et fort heureusement, j'ai des super amis aussi qui m'accueillent quand je viens par ici et que je me sens un peu trop seule là où je suis aussi, quoi. Mais gros débat. En vrai, je la comprends. Enfin, on a discuté de son mode de vie et je la comprends, quoi. Je la suis. Pareil, moi je viens de la campagne aussi. Franchement, après Toulouse, ça va, je trouve. Je m'y suis bien maintenant, ça fait bien longtemps. Mais je suis allé une semaine à Paris il n'y a pas longtemps. J'avais envie de rentrer mes jours 2, quoi. Genre, je déteste Paris, c'est l'enfer. Genre. J'ai avancé pas mal de trains comme ça. Si on va à Paris. Mais Toulouse, je me dis, je sais pas, ça va. Moi j'habite à Saint-Cyp, j'ai l'impression de vivre dans un petit village. Style, ouais. Non, vraiment pas. Mais ouais, non, je sais pas. Mais ouais, moi l'envie de retourner, en tout cas vivre à la campagne à terme est là. Ok. Et ça continue, hein, c'est sans pitié, les amis. Il en reste 2 là. Soyez chauds, soyez bouillants. Imagine verser une larme de bière pour les défunts. Imagine un jeune qui s'acharne pour parvenir à ses fins. Rap ou pas rap? Vous en pensez quoi? Ça paraît être un piège. Faut lui filer un micro. Prochaine chronique, le rap est-il de la variété? Attends. Rap is the new variété. Attends, tu peux redire s'il te plaît? Imagine verser une larme de bière pour les défunts. Imagine un jeune qui s'acharne pour parvenir à ses fins. Non, c'est pas rap. Bah moi, je vais suivre Madame juste en face. C'est pas rap, je dirais. Ouais, moi aussi je pense que c'est pas rap. Cool. Imagine une arme de poing dans la main d'un enfant qui répond que sa mère est la femme battue du bâtiment. Imagine le poing d'un Schmitt sur la gueule à ton père, ta vie natale sans repère, un dollar qu'on intolère. Imagine verser une larme de bière pour les défunts. Imagine un jeune qui s'acharne pour parvenir à ses fins. Imagine un chef d'état d'Afrique qui trafique, troque sa patrie à l'Occident pour raisons politiques. Imagine la colère d'un nazi, l'euthanasie pour abréger les souffrances, les douleurs d'une maladie. Imagine la peur d'un père immature, une paire de gants de combat. Pour tous ces gars qui nous censurent, imagine. À quoi bon imaginer quand les jeunes de chez moi se tirent dessus pour un billet? Imagine ne jamais voir, mais à mes dépens j'ai vu qu'une pourriture pourrait me trahir pour un écu. J'avais du mal à le couper, ce son, j'aime tellement. C'est le groupe Tandem. Imagine. Vieux morceau, on peut dire. McTayer, McGregor. Si vous ne connaissez pas ce groupe légendaire du rap français, il faut aller écouter. Et c'était bien du rap. Hein. C'était du sale rap. Ça chantait un peu quand même. Ouais, ça chantait un peu. Ouais. Bah, c'est Batlik hein, qui écrit leur texte. Hein. Et le dernier, j'ai tout dit et les rats m'ont suivi. Et si ma sœur, tu as peur pour ma vie, oh ma sœur Hildegarde, je suis le bruit de la pluie dans les arbres. Je vois pas un rappeur dire « Oh ma sœur ». Je sais pas, voilà. « Oh ma sœur Ah bah après, il y a des rappeuses. Hein. Ouais, Diams, elle disait ma sœur. Hein. Oui, mais genre le « Oh ma sœur », enfin ça fait un peu théâtre, genre « Oh ma sœur, suis-moi dans Ouais, je vois ce que tu veux dire. je trouve pas que c'est une manière de formuler du rap. Donc du coup, c'est du rap ou du pas rap? J'ai entendu Camille un peu partout. Ouais, franchement, vous faites chier. Ah, t'as dit qu'on s'est des deux. Tout dit. Et les rats m'ont suivi. Tout
tout dit, tout dit, si, tout dit, tout dit, ça, tout dit, tu as peur pour ma vie, tout dit, oh ma sœur, il de garde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, de la pluie dans les arbres, tout dit. Et c'était bien Camille, bravo à celles et ceux qui ont trouvé. Hein. Et ouais, et d'ailleurs Camille, grande vocaliste. Hein. Et c'est marrant parce que rap ou pas rap, mais il y a un rappeur qui s'appelle Hippocampfou, bon, qui a un style assez ouvert, qui a récemment parlé d'elle. Lui, il est comme toi, il fait des trucs sur Twitch et tout. Il fait des genres d'ateliers d'écriture rap. Et j'ai vu qu'il avait parlé de Camille comme grande vocaliste. Il a mis Camille et Lil Wayne à côté quand même. Donc il a fait le grand écart rap ou pas rap, quoi. On va pas tarder à vous découvrir en concert. Mais avant, il y a quelque chose que j'aime faire aussi dans cette discussion, c'est mettre la lumière sur les gens qui composent vos morceaux. Le processus de composition de vos morceaux respectifs. Ethan, je sais que tu es accompagné par un musicien sur scène qui est là, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Last. Comment ça se passe l'étape de la création instrumentale? Tu vas pouvoir prendre le micro si tu as envie. Mais juste à ton niveau, en tout cas, est-ce que vous écrivez sur instru? Est-ce que vous amenez une idée de texte? Peut-être on laisse Last parler, mais après on garde ça sous le coude. Ben là, en l'occurrence, déjà, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. En l'occurrence, du coup, moi j'ai rejoint Ethan depuis 1 an maintenant à peu près. Et on a commencé par la scène et on a vraiment commencé à bosser ensemble au niveau de la compo l'été dernier du coup. Mais avant ça, j'étais avec mon crew de Ciel et Terre, donc je compose depuis un petit moment. Et c'est vrai... Arrête. Allez. Mais c'est vrai que c'est hyper différent selon les artistes. Pour le coup, il y en a vraiment, dans Ciel et Terre, tu vois, il y en a vraiment qui arrivent sur des maquettes, donc qui ont rappé et qui ont écrit sur des type beats. Et d'ailleurs, nous, moi, mon rôle, c'est plus de reprod. Là, avec Ethan, c'était vraiment différent. On est parti quelques semaines à la campagne, justement dans sa chère campagne, pardon. Et on a vraiment essayé de construire des morceaux en partant de rien. En vrai, tu vois, il y a un morceau qu'on va jouer ce soir d'ailleurs qui part juste d'Ethan qui est dans le jardin, qui tape des pieds. Et du coup, ça nous donne une idée de rythme. Donc, je pose un kick. Derrière, on trouve une ligne de basse. Et en fait, elle s'est calée 20 minutes. Elle a juste fait des top lines. Et le texte est venu le lendemain, quoi. Donc, c'est vraiment différent selon les morceaux. Et moi, je pense que, en tout cas, mon rôle, à moi et avec Ethan, c'était vraiment de comprendre là où elle voulait aller. Et du coup, franchement, on s'est pas mis de limite dans la création. Il y avait des morceaux qui partaient d'une mélodie de voix, d'autres d'une partie de drum. Ça variait, c'est ça qui est cool, je trouve. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, les top lines, c'est justement de créer une mélodie de voix, enfin vous m'arrêtez si je me trompe, créer une mélodie de voix sans texte pour ensuite trouver le texte, quoi. Tu as très bien décrit le process, hein. En fait, c'est hyper varié. Au final, il n'y a pas un son qui est qui a commencé de la même manière. C'est parfois parti du texte, mais souvent d'une petite ligne de basse ou d'une ligne de piano ou autre. Ok. Et RMC, comment ça se passe du coup? Moi, du coup, j'ai pas de beatmaker vraiment avec qui je suis en duo. Du coup, des fois, j'ai des prods de beatmakers que je connais ou quoi. Et du coup, je sais pas, peut-être on m'envoie un pack ou un truc comme ça. Et s'il y a des trucs qui me parlent, j'écris dessus. Après, moi, je sais que ça part vraiment de la prod. Et après, ce qui me vient comme sentiment, comme émotion ou comme texte dessus, quoi. Et voilà, c'est à peu près... Par contre, je crois que tu as eu une belle collab avec un ingénieur son qui a bossé sur tout ton EP et qui t'a amené vraiment une touche aussi de son, enfin sur ton EP Quart de siècle. Ouais, c'est Tristan ou Ara qui du coup est un ingénieur son qui est un ami en fait, qui est même un artiste qui j'espère bientôt va refaire de la musique, qui avant était à Toulouse et maintenant il est à Paris, mais et du coup avec qui là par contre j'ai travaillé sur le mix avec lui et c'était vraiment ça, c'était un travail à deux, beaucoup d'allers-retours et tout, et même il est venu un moment pour Toulouse, sur Toulouse pour Noël et tout, et du coup là on avait pas mal travaillé ensemble sur le mix de Quart de siècle. Et ouais, ça je pense que je vais continuer à travailler avec lui, ça sur les mix c'est sûr.
Mais moi là à terme j'aimerais bien que tous mes morceaux ils soient pas avec des type beats YouTube mais avec des beatmakers et tout et qu'on travaille ensemble et c'est un truc que je suis en train de faire. Après c'est compliqué parce que perso j'ai pas d'argent pour payer les gens et tout machin et ça me fait chier de faire payer les gens, enfin de pas payer les gens et voilà. Yes. On va finir cette discussion mais avant il y a une dernière tradition sur les soirées RAP, c'est la pire. Et celle-là, elle date de... Parce que ces soirées, en fait, elles existent depuis plusieurs années. C'est pas moi qui les animais, c'est Lou qui était médiatrice à la CAFPO et que je salue d'ailleurs. On propose aux artistes invités de donner leur version des 3 lettres RAP, au même titre que le groupe X-Men qui avait fait Retour aux Pyramides, par exemple. Bang. Est-ce que vous avez une proposition là-dessus, sur ces 3 lettres RAP? T'as trouvé facilement, toi? Moi j'ai pas. C'est que ça fait T'as le droit de pas avoir. Ça fait 2-3 semaines ça que peut rester indéfini. Ça fait 2-3 semaines que j'y réfléchis et qu'il n'y a rien de bien qui me vient. Damn. C'est une longue réflexion. Ouais, mais je comprends, c'est dur. Il aboutit. J'ai failli faire comme toi parce qu'au départ j'ai dit à Cutter, je peux dire que juste la définition de base elle me convient très bien et voilà. Mais non, du coup j'ai placé rien à prouver parce que je pense que... Ouais, bien. Parce que je me dis qu'au début, j'ai commencé à faire de la musique par le rap. Et en fait, il est arrivé un moment où je l'ai mixé avec d'autres styles de musique. Mais j'avais quand même un peu ce truc de me dire, tu vois, il faut que je prouve ma place dans le rap, il faut que je prouve que je suis une rappeuse. Et aujourd'hui, je suis en train de me défaire de ça complètement, en me disant que c'est ma musique, que j'ai rien à prouver. Et que si un jour je suis plus invitée dans des soirées rap, c'est pas grave, il y aura d'autres trucs. Le but, c'est de défendre correctement cette culture. Et si ça passe pas par moi, c'est OK. Voilà. Du bruit pour ça, s'il vous plaît. Ben, merci beaucoup à tous les deux d'être là ce soir. Merci à vous pour l'écoute. Je veux remercier encore une fois toute l'équipe de la Cave Poésie. Je veux remercier Mika qui est au son et aux lumières ce soir, s'il vous plaît. Gisèle qui est aux entrées, merci beaucoup aussi. Je vous rappelle, avant que vous passiez à autre chose, que les soirées RAP, c'est donc tous les derniers mardis du mois. Si vous voulez, il y a un Instagram qui c'est @rapcavpo_TLSE. Si vous voulez suivre toutes les infos, faire tourner ça, c'est toujours important d'essayer de soutenir ça sur tous les artistes de la saison. La prochaine soirée, elle aura lieu le mardi 31 mars et ce sera avec la rappeuse Mai de Rimas, qui est guatémaltèque et à Toulouse depuis peu, je crois. Là, on va faire une petite pause, on va essayer d'enlever les chaises, vous allez pouvoir fumer votre clope ou boire un verre tranquillement et on va passer au concert de Rimsi. Merci encore. Merci. Merci. Merci.